Le journal. Bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, la sempiternelle et épineuse question de la route n'a pas fini de susciter des inquiétudes avec cet énième accident de circulation au boulevard Triomphal, conséquence du mauvais état de la route qui ne facilite plus le déplacement des automobilistes. Célébration le 17 mai à travers le monde de la journée mondiale de l'hypertension artérielle au Gabon. Aucune manifestation n'a été organisée en raison de la crise sanitaire due au coronavirus. Dans ce journal, une malade hypertendue nous expliquera comment elle vit avec cette maladie. Puis, dans cette édition d'information, nous irons à la découverte d'un métier peu connu des Gabonais, le dresseur des chiens de sécurité, une activité génératrice de revenus. Voilà pour la charpente de cette édition d'information. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Nous ouvrons cette édition d'information avec de l'économie pour parler de la note de conjoncture économique 2020. Ajouté à d'autres facteurs comme la baisse des cours des matières premières, le coronavirus aura un impact considérable sur l'économie nationale. Selon le gouvernement, l'activité économique nationale devrait baisser de 0,2% en 2020 après une hausse de 3,9% en 2019. Le point avec Ahmed Ryan Zengi. L'exercice 2020 s'annonce morose pour l'économie gabonaise, décrit la note de conjoncture sur les impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 au Gabon. Ce document renseigne sur les effets pervers de la pandémie à coronavirus sur la croissance, les différents secteurs et les finances publiques. Willy Ontia, économiste et banquier d'affaires. L'économie gabonaise est une économie de rente, peu diversifiée, quasi monoproduction et extravertie. On est vraiment en situation de crise économique forte pour l'État gabonais qui risque de perdre une part importante de ses recettes budgétaires suite à ce dégringolade des marchés de matières premières et du pétrole en particulier. L'impact de cette crise sanitaire sur la croissance entraînera sans nul doute une baisse de 0,2% en 2020 sur l'activité économique nationale, après une hausse de 3,9% en 2019. Il faut faire des ajustements au niveau budgétaire. L'État peut réduire de manière drastique l'investissement public. Et ça risque d'être un peu dangereux parce que ça risque d'avoir un effet récessif sur la croissance économique. Résultat des courses, 2020 sera marqué par un ralentissement de l'activité dans le secteur primaire ainsi qu'une baisse dans le secteur secondaire et tertiaire. S'agissant de l'impact de la Covid-19 sur les finances publiques, la situation pourrait se dégrader en 2020 après un retour à l'équilibre en 2019. Le déficit public qui pourrait être supérieur à 5% du PIB, conséquence de la baisse des termes de l'échange et du repli de l'activité économique en 2020. Ça va faire baisser la consommation, ça va faire baisser la production et ça va avoir un impact sur le chômage qui pourrait augmenter si l'État ne maintient pas un niveau d'investissement suffisant. Ce retour au déséquilibre des finances publiques proviendra en partie de la chute de 33% des recettes totales par rapport aux objectifs initiaux de la loi de finances 2020. La chute des recettes serait de moins 45,8% dans le secteur pétrolier et de moins 26% dans le secteur hors pétrole. Il est donc à noter que ce déséquilibre devrait entraîner une chute des recettes du pays de l'ordre de 700 milliards de francs CFA en 2020, soit une baisse de 33% par rapport à 2019. De l'économie, nous parlons de la route puisqu'il n'y a pas de développement sans la route. Les routes secondaires au cœur des défis de l'urbanisation. C'est à l'exemple de la route de derrière l'hôpital militaire du PK9 où ce quartier, comme d'autres de la capitale, ont un pari à relever, celui de l'amélioration des voies d'accès. Issa Steve Mefan.
Situé derrière l'hôpital d'instruction des armées du PK9, le quartier derrière l'hôpital militaire, un véritable contraste. Une route linéaire, latérité gravement endommagée en cette période pluvieuse. De part et d'autre de la voie, des poteaux électriques, des tuyaux et des compteurs d'eau, souvent loin des habitations. Le comble de ce piteux décor, des crevasses pleines d'eau boueuse qui se succèdent à travers cette route. Un véritable calvaire pour les chauffeurs de clando, à l'origine de plusieurs pannes, mais aussi de l'augmentation du prix du transport. Edia Undangania, président de l'association des chauffeurs clando de derrière l'hôpital militaire. Bon, le trajet était auparavant à 100 francs, mais en fonction de l'état de la route, nous aussi, c'est que nous vivons par rapport avec nos véhicules, nous étions obligés d'augmenter le tarif à 200. Une difficulté liée à la voie d'accès qui perdure selon Patern Bivegebi Obian, natif du quartier, qui dira que ce secteur d'habitation existe depuis les années 80. C'est en 2009 qu'ils ont reçu les premiers poteaux électriques et l'accès à l'eau potable. Et j'ai grandi au PK9. Je peux dire que c'est en 2009 que nous avons eu les poteaux de courant là, parce que pour avoir le courant, il fallait prendre les compteurs, étaient à 1 km, il fallait amener le câble. Et aujourd'hui, on a aussi le même problème au niveau de l'eau. Et ici, nos compteurs d'eau aussi ne durent pas parce que nous n'avons pas les conduites d'eau appropriées. Il faut prendre l'eau à 1 km et vous amener le tuyau d'eau jusqu'à votre domicile. Une situation qui demeure inchangée au dire de ses habitants. L'accès est un véritable calvaire. Vous-même, vous voyez déjà l'état de notre route. Derrière un tel bâtiment, que nous puissions avoir ce genre de problème dans notre quartier. La route est totalement enclavée, surtout quand il pleut. L'accès devient très compliqué. Les terrains qui avoisinent la route sont même victimes de cette érosion et dégradation spontanée de la route. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Nous réclamons cette route-là depuis très longtemps, mais sauf que apparemment l'État ou le gouvernement a oublié notre zone. Moi, en tant que président du gouvernement et mon personnel, nous essayons de se battre un peu pour libérer un peu les canalisations, pour ne pas que l'eau soit stagnée toujours à chaque fois, pour que nos véhicules ne soient pas abîmés, parce que nous souffrons beaucoup, nous-mêmes les propriétaires des clandos, parce qu'à chaque fois la voiture en panne, on ne peut pas satisfaire aux besoins des populations qui sont ici. Voilà un énième appel au pouvoir public, à l'exemple de nombreux quartiers de la capitale qui ne demandent qu'à disposer de la viabilisation, où souvent les populations précèdent les autorités en charge de l'urbanisme. Le mauvais état de la route du boulevard Triomphal, plus précisément face au Sénat, à l'origine d'un accident de circulation. Un pick-up a quitté la chaussée en percutant les dallos avant de finir sa course folle dans un trou. Le constat dans ce reportage d'Edgar Kaba. C'est un pick-up de couleur blanche qui a malheureusement fini sa course dans cette grosse crevasse qui gagne la chaussée située en face du Sénat au boulevard Triomphal de Libreville. Cette voie qui se dégrade compte aujourd'hui ce 9e accident de circulation routière qui devrait interpeller les pouvoirs publics pour l'assainissement de ces voiries urbaines. Un témoin oculaire relate cet accident. Monsieur venait depuis Sainte-Marie là-bas, il venait en vitesse au fait. Bon, après il a dérapé directement de la route, il a directement cogné sur les sortes de traverses là. Il n'y a pas eu de blessés. Ça s'est passé dans les 8h, on va dire 8h15, 8h20 comme ça. Même il était seul dans son véhicule, il était juste dépassé. Quand quelqu'un a un accident, il a dit qu'il n'a pas vu la route, il a dit qu'il était en vitesse et tout, qu'il a dérapé les roues et tout. Mais le chauffeur ne manque jamais d'arguments pour ça. Dans un passé récent, plusieurs autorités avaient déjà fait un détour autour de ce grand trou qui bouffe la chaussée en face du Sénat au boulevard Triomphal de Libreville. Un détour sans résoudre ce problème qui saute à l'œil. Environ 2 mois après les mesures prises par le gouvernement, en l'occurrence la fermeture des bars, les débits de boissons et le couvre-feu, pour ne citer que celle-ci. Dans la commune de Libreville et ses environs, les populations jouissent d'un calme absolu. Le constat du quartier Lalala, Dakar, avec Christelle Eyanredou. Autrefois réputée pour ses bruits sonores de jour comme de nuit, Lalala Dakar, située dans le 5e arrondissement de Libreville, connaît une certaine quiétude depuis l'arrivée de la pandémie à coronavirus. En témoignent quelques habitants. Il y a un peu plus de calme, les gens sont chez eux. En ce qui concerne les matinées, les soirées, tout est plutôt calme, ça va. Il y a moins de bruit, moins d'engueulades. Il y a moins de braquage et ce calme-là, ça permet à ceux que tout le monde soit dans leur maison et puis la tranquillité par rapport aux bars aussi. Certains bars qui ne respectaient pas souvent la fermeture. 2 mois en arrière, tel n'était pas le cas. Les populations se souviennent encore des vieilles habitudes des uns et des autres. On avait des bars qui ouvraient très tôt le matin, le bruit commençait très tôt et ça finissait à des heures impossibles.
on avait des disputes. Avant le Covid-19, c'était vraiment bruyant. La présence de la Covid-19 est certainement venue remettre de l'ordre dans notre mode de vie. Et comme l'a dit le chef du gouvernement, je cite, « Nous devons apprendre à vivre avec le virus ». En cette période où la Covid-19 gouverne le monde, le système éducatif gabonais est aux arrêts. Pour les apprenants, c'est l'occasion pour s'adonner à toute forme de jeux et de programmes télévisés. Ainsi, lire son cahier constitue le cadet des soucis de ces enfants. Le risque d'oublier certaines notions pointe à l'horizon. Ansel Bamboua fait le point sur cette situation. Qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est rien du tout, ma cocotte. On souffle. Et c'est fini. Il n'est pas surprenant ou du moins étonnant de constater que dans certains ménages, des apprenants passent la quasi-totalité de leur temps dans les jeux, la télévision ou autres lobbies, sans véritable planning. Cependant, certains essaient de planifier leur journée. Je suis en 5e année. La journée, parfois, je suis à la télé. J'écris à mon oncle, je fais les devoirs et les maths. Je suis en 3e année. Le matin, je pisse le game et là, je joue. Après, je pars me balader. Christian Ongwe Bachilili, écrivain sur les questions de réussite scolaire et président de l'ONG Mbal Éducation, prodigue quelques conseils aux enfants en cette période de confinement. Les enfants n'ont pas la bonne perception de la crise. Ils ne savent pas pourquoi ils sont à la maison. Les enfants sont en quelque sorte versés dans le jeu et ils passent beaucoup de temps en suivant la télévision. Et la télévision est un danger parce que la télévision prend possession de la mémoire de l'enfant, tous les dessins animés. Et la télévision aussi est à l'origine de la déconcentration de l'enfant. L'enfant ne se concentre pas. La télévision favorise l'oubli, les jeux et tout ce qu'ils font. Et ce qui fait qu'on risque d'avoir des enfants, lorsque l'école va reprendre, c'est comme s'ils n'ont rien fait, ils ont complètement oublié. Le conseil que je vais donner aux parents, c'est d'amener les enfants à travailler. Parce que l'oubli a un effet. L'oubli vient dissiper toutes les connaissances. Or, c'est en travaillant qu'on réactualise les conséquences. De temps en temps, prendre le livre, accorder même 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures de travail avec les enfants. Ou demander aux enfants de temps en temps de prendre le livre. S'ils abandonnent complètement les enfants, comme le cas sur du plan de vue général, comme nous regardons un peu par-ci par-là, c'est vraiment compliqué. Pour ne pas tomber dans une hécatombe ou fuite de notions pour ces enfants, certains parents devraient être plus regardants sur le planning journalier de leurs enfants. Depuis la fermeture des lieux de culte pour cause de Covid-19, les fidèles musulmans et chrétiens sont contraints de pratiquer leur foi dans leur domicile via la radio ou la télévision. Une situation que certains d'entre eux estiment peu commode. Le reportage est de Séverine Bassati Matéa. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Comme tous les dimanches matin, Valessa chrétienne pratiquante suit et participe au culte de son église via la radio depuis que le gouvernement a décidé de fermer les lieux de culte pour cause de Covid-19. C'est vrai aussi qu'on dit que l'église, c'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi, c'est moi. Il suffit que nous soyons 2 et puis le Seigneur est présent, mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent, par exemple, pas s'acheter un abonnement. Donc du coup, s'ils ratent un culte, c'est comme s'il aurait manqué quelque chose un peu différent par rapport à lorsque nous sommes à l'église. Valessa n'est pas la seule religieuse à le faire. Ahmed, musulman, dit être obligé aussi à y recourir. Quand mosquée est fermée, nous, on n'est pas à l'aise. C'est pour ça qu'on écoute la radio pour faire des Corans, les paroles de Dieu. Quand elle vient, on fait les prières, mais ça nous gêne un peu parce qu'on n'est pas beaucoup. Tu as vu, on n'est pas beaucoup. Quand on est nombreux, les prières là, ça fait plaisir. Mais maintenant là, non. C'est en mars dernier que le gouvernement avait décidé de fermer les lieux de culte pour freiner la propagation du Covid-19. Avec le nombre croissant de cas, ces lieux de prière ne sont pas prêts de rouvrir. Journée mondiale de l'hypertension artérielle, l'événement célébré tous les 17 mai est passé sous silence cette année, certainement à cause du Covid-19. Toutefois, notre reporter Pierre-Désiré Mvelenam a rencontré une dame hypertendue qui lui a expliqué comment elle vit avec cette maladie. Je m'appelle Ningon Georgette,
J'ai 64 ans, je suis hypertendue depuis 23 ans. C'est en 1997 que Dame Nyingon, mère d'une dizaine d'enfants et grand-mère de plusieurs petits-fils, a découvert sa maladie. Un jour, je me suis levée, je ne me sentais pas bien et je me suis rendu compte que peut-être je suis malade. Je suis allée voir un médecin appelé Dr Diallo qui m'a trouvé que je suis hypertendue. Ma tension a été élevée à 23, 14. Jusqu'à aujourd'hui, des fois je m'arrête à 14, à 15, à 16. Une fois informée, Dame Nyingon a suivi scrupuleusement le traitement prescrit par son médecin malgré le coût des médicaments. Les médicaments de la tension coûtent cher. J'étais d'abord sur Tensionnum. Tensionnum, ça m'a pas soulagé. Et quasi, ça me donnait de la toux, c'est comme si j'étais tuberculeuse. Il a enlevé. Il m'a mis sur Fluidex. Maintenant, je prends celui-là. Je suis maintenant sur Thermomine 50. Un comprimé par jour. Ça me soulage beaucoup. Quand je vois que j'ai trop atteint du mal à la tête, je peux prendre 2 du coup parce que c'est 50-50. Je prends 2, ça me fait 100 et ça se calme et je m'allonge. La sexagénaire a aussi adapté son mode de vie aux exigences de l'hypertension artérielle. Je vois que aujourd'hui je suis trop bavardé, je peux m'allonger, je peux rentrer dormir, se coucher à 18, à 20 heures même. Je me réveille tout le matin parce que l'hypertension demande de se reposer. Il faut dormir. Et le matin à 6h, prends ton comprimé. La mienne, je la prends sans manger. Ça ne me cause aucun problème. Je suis bien avec ça. En cette période de Covid-19, Dame Nyingon, comme tous les autres hypertendus, doit en plus redoubler de vigilance, elle qui est considérée comme personne vulnérable à cette pandémie. La population de la province de Logui-Lolo vient de recevoir des denrées alimentaires. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération de distribution des kits alimentaires voulue par les plus hautes autorités du pays. Les précisions avec Bertie Mouele-Mayumbo-Talamanti. Cette distribution des kits alimentaires dans les différents départements de la province de Logui-Lolo vient une fois de plus soulager les populations qui prenaient leur mal en patience depuis l'annonce par les plus hautes autorités de la République d'accompagner les populations dans cette phase de confinement. Dans le 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou, les populations ont reçu ce don par le biais des élus nationaux via les maires et chefs de quartier dans les différentes localités. Maurice Walangoy, c'est le maire du 1er arrondissement. L'aide alimentaire du coordonnateur des affaires présidentielles suite à la pandémie Covid-19. Je voudrais au nom des populations et en ma qualité d'élu local, conjointement avec l'honorable député Blaise Lembe, exprimer notre gratitude de ce geste salutaire. Les chefs de quartier, quant à eux, n'ont pas manqué de remercier le donateur. Toute la population logovéenne en général, et particulièrement celle du 1er arrondissement, sont à l'attente depuis un bon bout de temps. Il y a quelques jours, nous avons reçu les bavettes, ce qui était déjà d'urgence à faire porter à cette population-là, parce que, comme je disais récemment, là, que la pandémie, elle est bel et bien là. Et quant au kit alimentaire, ces choses promis, le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, l'a si bien dit, et les instructions données par le chef de l'État, je pense que tout cela a été très bien coordonné et nous en province, nous nous réjouissons aujourd'hui pour avoir reçu ce kit alimentaire. Si depuis le début de cette opération, certains se réjouissent de bénéficier de cette aide, d'autres par contre c'est le contraire. C'est pas toutes les familles qui gagnent ces kits-là. Si la maladie vient, il ne va pas tuer seulement les gens qui n'ont pas le travail, il va tuer tout le monde. Donc, nous autres là, moi j'ai beaucoup d'enfants. Mon nom ne figure pas dans la liste pour me donner le kit alimentaire. Pourquoi? Je vis à Mayan. Les Logovéens n'ont qu'un seul souhait, que tout le monde soit pris pour compte. Depuis Koulamoutou pour le compte de Radio Gabon, Bertie Mouele-Talamanti. Allons à présent à la découverte d'une activité génératrice de revenus, le dressage des chiens de sécurité. Radio Gabon s'est rapproché d'un jeune Gabonais qui exerce dans le domaine. Christelle Eyangedou pour le reportage. Tous les matins, c'est la même routine. Borély, un jeune Gabonais, prépare ses chiens avant de se rendre à son lieu de travail en compagnie de ses canidés. En matinée, il est question de vérifier, c'est-à-dire l'hygiène des chiens. Avant le départ, avant que les voitures viennent les chercher, savoir si les chiens vont bien,
laver les gamelles, laver l'environnement, puis alimenter les chiens de telle sorte qu'ils puissent aller sur site le ventre plein. Son travail consiste à dresser et former les chiens de sécurité. Le jeune homme tient à sa possession plusieurs races de chiens sollicités par quelques structures de la place. Actuellement 2, que ce soit Fox Vortex, DGS, on les chiens, jour, nuit. Faisons uniquement dans les chiens de sécurité, c'est-à-dire le berger allemand, le Rottweiler, le Malinois, le Boer Bull. Malgré la crise sanitaire actuelle, l'activité connaît un franc succès en termes de demande. L'activité se présente plus ou moins bien. Notre secteur n'a pas été touché. Déjà, nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui fait que malgré le confinement, les heures de couvre-feu, on ne sent pas un coup dans notre activité. La demande a augmenté, elle est forte. En journée, on livre un peu plus de chiens. En soirée, non, le nombre est resté le même, sauf qu'on demande un peu plus en termes de heures. Si les chiens faisaient 8 heures sur site, aujourd'hui, les chiens font dans les 12 heures. 13 heures. Un métier qui lui permet de joindre les deux bouts et ainsi lutter contre la crise économique. Une note de nécrologie dans cette édition d'information. Décédé le 9 mai dernier à Libreville, le professeur Paulin Nguema-Obam, ancien secrétaire d'État, ancien sénateur du département du Haut-Komo en Meuduneu, a été inhumé le 16 mai dans sa localité en présence de quelques parents, amis et connaissances. Claudette Théoré. Arrivé à Meuduneu dans sa ville natale ce samedi 16 mai 2020, le corps du professeur Paulin Nguema-Obam a été inhumé le même jour dans la stricte intimité familiale et amicale, conformément aux mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la Covid-19. L'émotion, la tristesse et surtout des souvenirs inoubliables traduits séance tenante par l'ancien collaborateur et l'oncle de l'illustre disparu. C'est la tristesse qui nous inonde, qui nous accable aujourd'hui. Paulin Nguema, c'est un monsieur que j'ai connu depuis mon très jeune âge. C'est un homme de famille que nous perdons de bout en bout dans tous les deux cantons que compte Meuduneu. Je vous dirais encore, dans l'estuaire, il avait beaucoup d'influence au niveau relationnel, au niveau familial. Le sentiment que j'ai par rapport à son décès, c'est un sentiment de douleur. Paulin, je l'ai connu depuis 1981, dès qu'il a été nommé au gouvernement. Je suis son premier collaborateur. Durant son séjour au gouvernement, il m'a tout enseigné, il m'a tout fait au point de vue professionnel. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est par rapport à lui. C'est un homme de culture, c'est un grand type, c'est un intellectuel, c'est un homme de famille. Je regrette de l'avoir perdu. Monsieur Nguema-Obam, c'est déplorable. Né de la poussière, Paulin Nguema-Obam est retourné dans la poussière. L'ancien prêtre et homme d'État repose à jamais sur la terre de ses ancêtres, où il est né en 1934 au village Goneki. Adieu mon père, l'enseignant et l'écrivain. Que la terre te soit légère. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec Ulrich Koupangoy et nous ouvrons avec la Ligue de basketball de l'Estuaire qui a suspendu ses activités depuis plusieurs mois à cause du Covid-19. Les férus de ce sport sont privés de cette discipline. Le bureau exécutif de la LIBAB continue néanmoins à travailler en sensibilisant les jeunes à observer les mesures barrières mises en place par le gouvernement pour freiner la pandémie du coronavirus. Écoutons le président de la Ligue de basketball de l'Estuaire d'Orlando Bonango qui incite les jeunes à la vigilance face au Covid-19. Le conseil que je peux lancer à la population et aux athlètes, particulièrement aux licenciés de l'Estuaire, c'est que la maladie est réelle. Aujourd'hui, on parle d'une pandémie, le nombre des cas positifs ne cesse d'augmenter, parce que le gouvernement a mis en place certaines mesures barrières. Et nous, au niveau de la Ligue de basketball de l'Estuaire, c'est ce qu'on a fait. On a dû arrêter nos compétitions parce qu'effectivement, la maladie est réelle. J'exhorte justement mes petits frères et les licenciés de la Ligue de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le fait de se protéger, nous permettra de protéger les autres.
Même si on aime le basket, mais je pense que la santé aujourd'hui est beaucoup plus importante que tout le reste. Fait le tour des terrains parce qu'on a quand même des jeunes frères qui, malgré la pandémie, se retrouvent sur les terrains en train de jouer. Nous, au niveau de la Ligue, on essaie de circuler pour leur rappeler que la maladie est réelle. Et donc, il est important de respecter les consignes et les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est une des pistes pour justement éradiquer et vaincre cette maladie. Dorlan Bonango souhaite qu'un remède au Covid-19 soit rapidement trouvé pour permettre à sa ligue de lancer le championnat de l'estuaire dans toutes les catégories. On l'écoute. On avait déjà démarré notre saison avec notamment l'Open Libab, le Festinoé et la Super Coupe de l'Estuaire, et normalement fin mars on devait commencer le championnat. Donc aujourd'hui avec la pandémie qui occupe toute la scène sportive et tous les autres événements, au niveau de la Ligue on a déjà préparé un plan B, donc essayer de réaménager notre calendrier si jamais la pandémie disparaissait dans un mois, qu'on puisse poursuivre avec une formule pour que nos jeunes puissent jouer. La Fédération internationale de Maracana Association vient de faire honneur au Gabon en désignant 4 de nos compatriotes à de hautes fonctions dans l'optique de promouvoir la discipline en Afrique. Il s'agit d'André Robam, promu membre de la commission diplomatie, Eden Kodjivi en tant que secrétaire général de l'association Maracana au Gabon, Louis-Martin Mananzambi, membre de la commission compétition, et Juliette Mengue, membre de la commission technique. Avec ces nominations, la Fédération internationale de Maracana vient de procéder au réaménagement de ces instances décisionnelles, une discipline pas encore reconnue par les autorités sportives gabonaises, mais qui se développe dans notre pays, car très prisée par les jeunes. Parlons enfin de ce jeune compatriote, Alfred Ondor Bisselou, jeune international gabonais qui évolue au sein de l'US Ramonville Toulouse en France. Après avoir fait ses classes au football canon 105 et Coffin de Libreville, le jeune footballeur a rejoint le D-Club il y a 4 ans. Au sein de ce club, il occupe le poste de milieu offensif. Son intégration s'est vite faite et plusieurs clubs suivent avec intérêt sa progression. Craignant une vie misérable après sa carrière de footballeur, le jeune prodige n'abandonne pas ses études. Âgé de 17 ans, Alfred Ondor Bisselou rêve un jour de défendre les couleurs de la sélection nationale gabonaise, mais pour l'heure, aucun contact n'a été pris avec l'encadrement technique des sélections gabonaises. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces informations sportives. Voilà l'auditeur de Radio Gabon, nous arrivons au terme de cette édition d'information. Je vous rappelle ses principales articulations. La sempiternelle et épineuse question de la route n'a pas fini de susciter des inquiétudes avec cet énième accident de circulation au boulevard Triomphal. Conséquence du mauvais état de la route qui ne facilite plus le déplacement des automobilistes. Célébration le 17 mai à travers la planète de la journée internationale de l'hypertension artérielle. Au Gabon, aucune manifestation n'a été organisée en raison de la crise sanitaire due au coronavirus. Dans ce journal, une malade hypertendue nous a expliqué comment elle vit avec cette maladie. Également dans cette édition d'information, nous sommes allés à la découverte d'un métier peu connu des Gabonais, le dresseur des chiens de sécurité, une activité génératrice de revenus. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Nick Jocelyn Fouba avec la collaboration rédactionnelle de Pierre Désiré Mvelenam. La page de sport était assurée par Ulrich Koupangoy. Je suis Fabien Guillaume Kembele. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez fidèles à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.